Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Bonjour à tous, bienvenue pour votre rendez-vous du fait divers, du fait de société avec l'actualité des grandes affaires. Une émission que nous réalisons en partenariat avec la revue Affaires criminelles et avec moi aujourd'hui, Jade Serrano, journaliste d'investigation. Bonjour Stéphane Simon. Et Jade, félicitations, vous publiez une enquête passionnante dans cette revue Affaires criminelles sur les couples criminels. On va en parler aujourd'hui. Nous allons vous parler de ce sujet qui fait la une de la revue, les couples criminels unis pour tuer. Car Jade, cela existe, ce compagnonnage dans l'abomination. Oui, on connaît bien sûr l'œuvre criminelle émanant d'un individu marginalisé et seul, mais finalement les binômes, même les trios et les réseaux existent aussi dans la criminalité. Alors, nous allons vous parler aujourd'hui de deux affaires en particulier. L'affaire de l'ogre de Charleroi, Marc Dutroux, et sa compagne Michèle Martin, ce couple qui a traumatisé la Belgique et la France. Le nom de Marc Dutroux est tristement célèbre, évidemment. Sa femme, Michèle Martin, surnommée la servante du diable, l'est nettement moins. Et pourtant, ce couple a agi ensemble et a organisé la séquestration et le viol d'au moins 7 fillettes dans les années 90. Seules 2 d'entre elles auront la vie sauve. Vous allez voir que le rôle de Michèle Martin n'est pas tout à fait celui d'une femme soumise et qu'elle a joué un vrai rôle aux côtés de Marc Dutroux. Et puis nous parlerons dans la deuxième partie de l'émission du violeur Jean-Philippe Desbordes, ce journaliste, professeur d'aïkido qui a pu martyriser ses belles-filles avec la complicité de sa compagne. C'est une interview exclusive que nous vous proposerons tout à l'heure, celle de Neguineva, dont l'adolescence a été massacrée par le journaliste Jean-Philippe Desbordes. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Mais tout de suite, parlons de Marc Dutroux, de sa compagne, Michèle Martin, un couple criminel uni pour tuer. Dans un instant, nous allons retrouver le procureur du roi qui a supervisé l'enquête sur Marc Dutroux. Mais si vous le voulez bien, commençons par rappeler les faits. C'est un récit de Jade Serrano. Le nom de Marc Dutroux, l'ogre belge, est tristement célèbre, mais celui de sa femme et complice Michèle Martin l'est nettement moins. Pourtant, ce duo infernal a organisé la séquestration et le viol de 7 fillettes dans les années 90. Contrairement à son ex-mari, Michèle Martin est libre depuis plus de 10 ans. Celle dépeinte par la presse comme la servante du diable, l'était-elle vraiment ? Michèle est la fille unique d'Auguste Martin, employé postal, et de Henriette Puers, comptable. À l'instar de Marc Dutroux, dès sa naissance, la petite Michèle est choyée. Bonne élève à l'école, son entourage la décrit comme une enfant au comportement exemplaire. Une seule ombre au tableau. À l'âge de 6 ans, son père, Auguste Martin, meurt dans un accident de la route. Michèle Martin est donc élevée seule par sa mère, mais d'après ses dires, n'a jamais manqué de rien, bien au contraire, elle grandit dans un environnement sécurisant et aimant. Vers l'âge de 17 ans, la surprotection d'Henriette, sa maman, commence à lui peser. Michèle veut découvrir le monde, mais cette dernière l'en empêche farouchement. Alors, quand à 23 ans, elle rencontre Marc Dutroux et part vivre avec lui, Henriette le considère responsable de l'enlèvement de sa fille. Elle déteste Dutroux et s'oppose à leur relation. Michèle n'est pas la première compagne de Marc. Il a déjà 2 enfants quand il la rencontre d'une précédente union avec Françoise Dubois, qu'il rencontre à la patinoire en 1976. À cette époque, son casier judiciaire n'est pas vierge. Dutroux est connu des services de police comme un simple délinquant. Il vole des voitures et a déjà été incarcéré plusieurs mois pour ce motif. Sa première épouse, Françoise Dubois, ne fait pas état dans leur relation intime de déviance sexuelle particulière, ni même de fantasmes en lien avec la violence, encore moins la pédophilie. En 1983, quand il rencontre Michèle Martin, c'est le coup de foudre immédiat. Pour elle, il quitte sa femme et ses 2 enfants. Aux côtés de Michèle Martin, Marc devient Dutroux. Elle sera son faire-valoir vers le crime. Il sera son roc face au monde. À l'époque, leur mode opératoire criminel se dessine. Ensemble, ils sillonnent les routes belges à la recherche de proies juvéniles, vierges selon les volontés de Dutroux. Michèle conduit, Marc enlève. Mais comme les jeunes filles peuvent se débattre, le couple décide de payer une connaissance pour aider Marc à monter ses victimes dans la camionnette. Une fois dans leur filet, Michèle Martin reprend la route, direction Marcinelle, leur maison commune.
Oui, Marc Dutroux et Michel Martin vont finir par être arrêtés. Mais 10 ans plus tard, tous les deux, ils feront au moins 7 victimes. Le 15 août 1996, la Belgique va découvrir l'impensable. Un homme de 40 ans, déjà connu et condamné pour enlèvement et viol sur mineur, vient d'être arrêté avec sa femme. Ce couple, c'est Marc Dutroux et Michel Martin. Ils seraient coupables de l'enlèvement, de viol, de torture avec acte de barbarie et d'assassinat commis sur 6 jeunes filles, toutes disparues et recherchées activement depuis des mois. Anne, Effieux, Julie, Mélissa, Sabine et Laetitia. En garde à vue, Marc Dutroux, Michel Martin et 2 complices avouent l'horreur aux enquêteurs. Le monstre de Charleroi va même leur faire une confidence. 2 jeunes filles prises au piège dans sa maison de Marcinelle, une ville wallonne de 24 000 habitants, y sont encore. Arrivés sur les lieux, les forces de l'ordre n'en croient pas leurs yeux. Dutroux les conduit à la cave, face à un mur plein d'étagères en acier. Il tire sur la première planche et déploie sa macabre invention. Derrière le faux établi, une cache, un trou, des escaliers et un silence de mort. Au fond, recroquevillées, se trouvent bien les 2 petites filles. Il s'agit de Sabine, 12 ans, disparue depuis 79 jours, et de Laetitia. À la télévision, leurs parents avaient suscité l'émoi, implorant de retrouver leurs enfants. L'image de leur sauvetage et des retrouvailles avec leur famille font le tour du monde. Elles vont devenir les héroïnes de la Belgique. Marc Dutroux, lui, devient le monstre de Charleroi. Le 17 juin 2004, la voix de Jean-Denis Lejeune, le père de Julie enlevée, violée et tuée par Marc Dutroux, résonne dans la salle d'audience du tribunal pénal d'Arlon. Ce n'était pas une série télévisée, mais une histoire vraie. Face à la cour pénale, le couple diabolique va expliquer leurs liens. Marc Dutroux d'abord. Avec Michel, c'était différent, une connivence différente des autres si on veut. Je ne sais pas expliquer. Je suis très attachée à Michel, c'est celle qui compte. J'ai enfin pu faire ma jeunesse avec elle. Et à Michel Martin d'ajouter: Marc m'avait fait part d'enlever des jeunes filles. Il m'a aussi évoqué voire plusieurs viols d'autostoppeuses, ainsi que ses idées d'inceste concernant notre seule fille, Céline. Il était obnubilé par l'idée d'avoir des filles vierges. Il ne voulait pas passer après d'autres, et je le savais. Marc Dutroux et Michel Martin vont écoper de 30 ans de réclusion criminelle à perpétuité. Mais 8 ans plus tard, coup de tonnerre. Michel Martin bénéficie d'une libération conditionnelle. La voilà libre. Elle n'aura réalisé qu'un peu plus de la moitié de sa peine et aura déjoué tous les rouages judiciaires en se faisant passer pour la femme manipulée par le monstre de Charleroi et emplie de remords. Pourtant, les experts psychiatres sont formels. Michel Martin est insensible au mal qu'elle cause. À ses yeux, seule elle et sa famille comptent. Quant à Marc Dutroux, lui, il est toujours en prison, encore soumis à l'isolement près de 30 ans après son incarcération. Merci Jade Serrano. Alors, nous sommes en ligne avec Michel Bourlet, procureur du roi, c'est-à-dire qu'il a dirigé l'information judiciaire. Michel Bourlet, bonjour. Alors, comme le veut le droit belge, vous avez reçu tous les mois, pendant la totalité de sa peine, soit 8 ans, Michel Martin, que vous avez auditionné. On a envie de vous demander qui est-elle ? Est-ce que c'est une psychopathe comme son mari ? Quelle évolution vous avez pu constater ? Oui, vous vous rappelez, en Belgique, donc une détention préventive doit être confirmée tous les mois. Oui. Ça a un petit peu évolué depuis, mais enfin ici, en 96, c'était le cas, et tous les mois, donc tous les inculpés qui étaient sous mandat d'arrêt, en l'occurrence, tous au départ, et puis Dutroux, Martin et Lièvre jusqu'à la fin, donc jusqu'en 2004, jusqu'en 2003, date de l'arrêt de renvoi sous la ligne du mandat d'arrêt devant la cour d'assises par la chambre de mise en accusation. Donc nous avons dû confirmer le mandat d'arrêt avec chaque fois le rapport du juge d'instruction, les réquisitions du procureur de roi et les défenseurs évidemment qui plaidaient. Martin n'a jamais plaidé.
Elle consentait à comparaître détenus. Bon, l'instruction a duré relativement longtemps puisque... Mais on a envie on a envie de vous demander quel genre de femme c'est, parce qu'évidemment, vous avez C'était une femme qui était éduquée. Elle était enseignante. Mhm. Donc, ce n'était pas un quart-monte. Elle avait vécu sous l'emprise quand même de sa mère. Et lorsqu'elle a connu Dutroux dans sa jeunesse, elle est déjà tombée assez rapidement dans la délinquance qu'il comptait faire, puisque, comme vous le savez, en 85, dans les années 80, ils ont été condamnés tous les deux par la cour d'appel de Mons à de lourdes peines de prison pour l'enlèvement, la séquestration et le viol de plusieurs mineurs qui, elles, ont été laissées vivantes. Absolument, et ça n'a été que le début, j'allais dire la continuation de leur amour, puisqu'ils vont avoir 3 enfants ensemble. On va continuer à en parler avec vous, Michel Bourlet. Je rappelle que vous êtes procureur du roi, vous étiez en charge de l'enquête. L'affaire dans l'affaire revient tout de suite sur Sud Radio pour vous parler des couples criminels. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. De retour dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue trimestrielle Affaires criminelles. Je suis avec Jade Serrano, journaliste enquêtrice. Rebonjour Jade. Rebonjour Stéphane Simon. Et nous parlons aujourd'hui de ce qu'il fait la une de notre partenaire. Nous parlons aujourd'hui des couples criminels, ce qu'on appelait autrefois les amants diaboliques. Nous sommes en train d'évoquer cette absolue affaire criminelle terrible, Marc Dutroux et sa compagne Michel Martin. Et nous sommes avec le procureur du roi, Michel Bourlet, que nous remercions d'être avec nous. Que les auditeurs comprennent bien, vous avez enquêté sur les crimes de Marc Dutroux, vous êtes aujourd'hui à la retraite et vous avez retrouvé votre liberté de parole. Alors quand on se penche sur les agissements pédocriminels de Marc Dutroux, il y a quelque chose de saisissant, c'est de constater que dès le début, finalement, Michel Martin connaît tout ce que fait son compagnon. On ne peut pas dire qu'elle a un jour découvert par surprise la trappe qui menait à la pièce où il séquestrait les enfants. En fait, elle sait tout et elle consent à tout. N'est-ce pas ? Oui, elle participe d'ailleurs, puisque moi je n'ai pas traité évidemment les dossiers qui étaient déjà jugés une fois que j'ai eu en charge l'affaire Laetitia et donc la deuxième arrestation du couple. Mais elle, de ce que je sais sur le premier dossier pour lequel ils avaient été tous deux largement condamnés, elle participait à la séquestration, elle filmait d'ailleurs les viols que son mari exerçait sur les victimes. Quoi. Ouais. Alors elle donc là, elle n'ignorait rien du tout. Ouais. Et puis bon, par après, on s'est aperçu lorsqu'on les a rentrés, on les a arrêtés donc en 96. L'exploitation des... Au début, Dutroux disait, je me rappelle, la première comparution devant la chambre du conseil, le vendredi qui a suivi son arrestation, il a été arrêté le mardi, donc on devait le confirmer dans les 5 jours. Il m'a apostrophé dans les couloirs du palais de justice. Il m'a dit, monsieur le procureur, vous allez faire probablement un compte-rendu, une conférence de presse sur la chambre du conseil. Je voudrais bien que vous disiez que ma femme est en dehors de tous les faits que j'ai commis. Ouais, Mais il la protège en fait, Michel Bourlet, quand il dit ça. Au départ, en tout cas, c'est ce qui m'a semblé. Je lui ai d'ailleurs répondu, je ferai mention que vous m'avez dit ça. Mais ça ne m'empêchera pas de demander la confirmation de son mandat d'arrêt à elle, qui a d'ailleurs été confirmé, puisqu'il a été confirmé jusqu'à la fin. Donc, en tout cas, au départ, il voulait vraiment la mettre en dehors des histoires. On a assez rapidement, élucidé, en tout cas, obtenu ses aveux concernant la mort de Julie Mélissa, puisque lorsque Dutroux a été arrêté au mois de novembre 1995, pour une autre affaire, une affaire d'ailleurs qui a été jugée en même temps à la cour d'assises, la séquestration de trois majeurs, deux hommes et une femme, Rochaud d'hiver, troisième nom, je l'ai oublié, du plus noir. Pas grave.
comment dirais-je, elle était chargée, elle allait nourrir les enfants. Et ce qu'elle n'a Oui. pas fait. Ce qu'elle n'a pas fait. Elle l'a fait à moitié. La porte s'est défaite. Et quand l'autre est sorti au mois de mars, donc il avait été arrêté au mois de novembre, quand il est sorti au mois de mars, bon ben voilà, il a retrouvé les choses. Donc elle était en aveu là-dessus. Bien sûr. Alors on sait qu'elle... En même temps, pour vous donner un autre indice de sa complicité, lorsqu'on a exploité les cassettes, les vidéos qui ont été, de nombreuses vidéos qui ont été saisies chez eux, on s'est aperçu d'une vidéo où elle est en train de filmer Dutroux qui est en train de construire la cachette. D'accord. Donc elle était parfaitement au courant de la cachette. Quoi. Elle est au courant de la cachette où il séquestre les mineurs, mais par ailleurs, elle participe aussi aux enlèvements. C'est elle qui conduit la camionnette, qui arrête la camionnette. Pas tout de suite. Pas lors des faits pour lesquels nous les avons condamnés devant la cour. Oui, c'est pas pour Julie et Laetitia, pas pour Sabine et Laetitia, mais pour, en tout cas, la première condamnation dans les années 80, c'est bien elle qui conduisait. Pour Elisabeth, Axel, etc. Oui, ça oui. Ouais. Alors, mais pas pour les autres faits. Oui. D'accord. Alors, on peut quand même se demander quel genre de perversion est à l'œuvre là, parce que est-ce qu'elle est dans une forme de voyeurisme, c'est-à-dire qu'elle se complaît à voir la toute-puissance de Marc Dutroux qui persécute ses victimes? Et comment vous qualifieriez ça? C'est assez singulier quand même. Quelle jouissance elle peut retirer de cette participation? Est-ce que c'est simplement de la passivité vis-à-vis de son compagnon, ou il y a quelque chose qui l'anime? Écoutez, ça, je m'en remets au rapport psychiatrique. Elle était surtout, comment dirais-je, elle était quand même sous l'emprise sous son emprise, mais avec une volonté quand même de participer, puisqu'il y a eu une récidive après une situation. Elle aurait pu certainement éviter le pire. Remettez-vous au moment où Dutroux est en prison, en novembre 95, alors que les deux petites, Julie et Mélissa, sont séquestrées. Elle le dénonce. Elle devient une héroïne, pratiquement. Bah oui. Et elle l'a pas fait. Parce que elle l'a pas fait parce qu'elle a laissé mourir. Bien sûr. Bien sûr. Alors on peut se dire que elle aurait pu effectivement profiter de cette période-là pour prendre ses distances avec Marc Dutroux, mais pas du tout. C'est certainement comment dirais-je, un épisode qui a marqué les jurés. Sur lesquels, bien sûr, j'ai insisté, et qui aurait pu changer toute la face des choses, puisque à partir de ce moment-là, sinon faisons exception de l'enlèvement et de la mort des deux grandes, Anne et Fieu, l'affaire est résolue, quoi. Avant, les deux petites liégeoises, Julie et Mélissa, sortent meurtries, mais vivement. Ah, on vous a perdu, et c'est tout à fait dommage parce que nous avions encore beaucoup de questions à vous poser. On va le retrouver. Bien sûr, on va retrouver tout de suite Michel Bourlet, procureur du Roi, qui a enquêté sur l'affaire Dutroux. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de ce couple criminel. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans l'affaire sur Sud Radio, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles, la revue trimestrielle avec Max Skies. Je suis avec Jade Serrano, journaliste d'investigation, qui a signé une très grosse enquête sur les couples criminels, donc unis pour tuer. Et nous parlons aujourd'hui de l'affaire du monstre de Charleroi, Marc Dutroux, comme on l'a appelé à l'époque, et des relations qu'il entretenait avec sa femme Michel Martin. Et on l'a vu avec le procureur Michel Bourlet qui a enquêté sur cette affaire et que nous remercions de sa participation. Et oui, qu'on a malheureusement perdu au téléphone. Non, il est là. On me dit qu'il est de retour. Bon, parfait. Alors, Michel Bourlet, vous êtes parti à la retraite, je crois, en 2009. Mais le dossier, il y avait à l'époque un dossier bis qui était encore ouvert. Alors, je rappelle ce que c'est que ce dossier bis concernant Marc Dutroux. On a retrouvé dans la cage de Marc Dutroux, à Marcinelle,
des dizaines de traces d'ADN, donc il est vraisemblable qu'il y ait eu d'autres victimes passées entre ses mains. Ce dossier, est-ce qu'il est encore ouvert ? Je me souviens qu'il y avait de nombreux notables qui avaient été auditionnés, mais où en est cette affaire ? Bon, c'est un dossier qui a été ouvert à la suite d'un devoir que j'ai demandé, qui a été refusé par le juge d'instruction, et c'était l'analyse des cheveux qui avait été saisie dans la cache et dans le véhicule qui avait servi aux enlèvements. Oui. La chambre des mises en accusation devant laquelle j'ai été en appel de l'ordonnance du juge qui refusait cette voie m'a donné raison et m'a demandé donc de faire un état des lieux, si vous voulez, des pistes qui n'étaient pas la piste qui menait à la cour d'assises les quatre principaux inculpés, et qui pourraient concerner éventuellement d'autres personnes soupçonnées. Alors j'ai fait un état des lieux d'une trentaine de pistes, et j'ai dit, bon, une fois qu'on aura eu les résultats des cheveux que dont vous allez ordonner l'examen, et qu'on aura des ADN, on pourra comparer éventuellement avec ces personnes suspectes pour lesquelles on continue les enquêtes d'une façon périphérique, si vous voulez. Ouais. Et pour ne pas que le dossier principal, c'était dans les années 2000-2001, ça dure encore trop longtemps, donc il y avait quand même 5 ans qui duraient, avec des détentions préventives qui étaient toujours en cours. Ils ont monté un dossier bis, Ouais. qui pourrait survivre, si vous voulez, à l'arrêt de la cour d'assises, pour les personnes qui n'étaient pas poursuivies et condamnées par la cour d'assises. En 2004, donc, j'ai obtenu la condamnation de 4 personnes qui étaient poursuivies devant la cour d'assises. Et il s'agissait à ce moment-là de poursuivre le dossier. Et alors, où en est-il ? Vous faites durer le suspense. L'analyse des cheveux a duré assez longtemps. Il y avait des cheveux qui étaient expertisés un peu partout en Europe, jusqu'en Turquie. Et pour finir, je suis parti à la retraite un peu avant qu'il ne soit terminé. J'ai d'ailleurs fait des réquisitions la veille de partir à la retraite pour terminer ce dossier-là. Et pour alors les choses, pour terminer en tout cas le devoir, les résultats sont rentrés. Ce que je sais, c'est que se sont ajoutés au ADN inconnu de la cache que nous avions déjà depuis le début, qui n'était pas de provenance capillaire, mais qui était de provenance de microtraces du style salive, peau, sang, sueur, sperme, etc. Se sont ajoutés, je ne saurais pas vous dire le nom, puisque moi je n'ai plus accès au dossier, mais se sont ajoutés quelques autres inconnus. Se sont confirmés d'ailleurs les inconnus qui étaient déjà pas identifiés, mais qui étaient déjà marqués dans le dossier initial. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'auteurs ou de victimes. Bien sûr, mais est-ce que cette affaire est classée aujourd'hui ou elle est toujours en cours ? Cette affaire, le dossier a fait l'objet de ce qu'on appelle un non-lieu. Ah. C'est-à-dire qu'il est en dormance. Ce qui veut dire que si, à la banque de données de l'INCC, qui est l'Institut national de criminologie et de criminalistique, il s'avère qu'un ADN pour une autre affaire, ou qui arrive dans la banque de données depuis encore maintenant, et qu'il s'agit d'un ADN qui peut correspondre à qui peut matcher, matcher, comme on dit maintenant, qui match avec ceux que vous avez dans le dossier. Le dossier pourra être ouvert. Ah, d'accord. Le dossier pourra être ouvert. D'accord. Mais, ce qui veut dire que pour l'instant, personne n'enquête. D'accord. Voilà. Oui. Alors qu'il pourrait le faire, on est d'accord, il pourrait continuer l'enquête. Oui. On pourrait continuer l'enquête sur base, par exemple, de demandes d'une partie civile. Il y a toujours des parties civiles qui sont dans le dossier, qui viseraient un élément nouveau qui n'était pas dans le dossier au moment où l'arrêt de non-lieu a été rendu. Un élément nouveau qui permettrait de relancer l'enquête.
D'accord. Non, bon, on peut élargir comment dirais-je, le concept d'éléments nouveaux. D'accord. Moi, je plaide en tout cas, à titre individuel, intellectuellement, puisque je n'ai plus aucun pouvoir, pour que, par exemple, l'évolution, les progrès de la science qui ont été faits au niveau de la recherche de l'ADN, et ceux qui sont actuellement, c'est beaucoup plus beaucoup plus élaboré de ce qu'il était à l'époque où on était en charge du dossier. Je comprends, mais est-ce que vous nous expliquez, ce que vous nous expliquez quand même, ce que vous nous expliquez, pardonnez-moi, mais ce que vous nous expliquez, c'est que tout n'a pas été encore complètement dit dans cette affaire et qu'il est possible qu'il y ait des nouveaux rebondissements, mais on a quand même l'impression qu'en balance de ça, avec beaucoup de précautions, vous nous dites quand même qu'il n'y a pas beaucoup de curiosité déployée. Non, à part l'une ou l'autre partie civile, il n'y a personne je crois savoir qu'il n'y a personne qui travaille sur ce dossier. Non. D'accord. Bon, écoutez, on se tiendra évidemment informé avec d'éventuels rebondissements dans cette affaire du trou. Je voudrais vous remercier d'avoir participé avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel Bourlet. Excellente journée à vous. Je voudrais qu'on continue à parler de ces couples criminels qui font l'objet aujourd'hui de cette publication, Affaire criminelle. Et nous allons enchaîner sur une autre affaire. Un autre couple dont j'aimerais parler, de relations étranges qu'entretenait Jean-Philippe Desbordes avec sa compagne Sylvie, 49 ans, mère de famille, divorcée de 3 enfants. Et il se trouve que cette mère de famille était aide-soignante dans un EHPAD. Et au moment de leur rencontre, Jean-Philippe Desbordes rencontre ses 3 filles âgées de 16, 14 et 9 ans. Souvenez-vous de cette affaire Jean-Philippe Desbordes, du nom de ce journaliste et professeur d'aïkido, dont nous avons déjà parlé dans notre émission. On a pu retrouver Neguineva, la fille aînée. Et avant de la rejoindre, je voudrais vous rappeler quelques éléments clés pour bien tout comprendre. Le procès de Jean-Philippe Desbordes a lieu en novembre dernier à Foix, devant la cour d'assises de l'Ariège. L'homme a été jugé pour viol et acte de torture et de barbarie. L'homme a été condamné et son ancienne compagne, Sylvie, également, pour complicité. Le récit de ces crimes reprochés a été très éprouvant. Près de 700 viols ont ainsi été recensés. À l'issue de ce procès, il a été condamné à 20 ans de prison pour viol et acte de torture. C'est l'une de ses filles de sa compagne qui porte donc le nom de Neguineva, qui a tout révélé. À la barre, elle a raconté comment elle a vécu dans la maison de l'horreur pendant de longues années, de très longues années. On se retrouve dans un instant pour parler de l'affaire Jean-Philippe Desbordes. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue trimestrielle Affaires criminelles qui fait sa une sur les couples criminels. Avec moi, Jade Serrano, journaliste d'investigation qui m'accompagne. Nous revenons sur l'affaire Jean-Philippe Desbordes. Nous vous en avions parlé déjà ici, dans cette même émission. Pendant près de 2 ans, de 2017 à 2019, cet ancien journaliste, devenu professeur de haïkido, a fait subir de très nombreuses tortures et maltraitances à ses belles filles, toutes mineures au moment des faits. Nous sommes en ligne avec l'aînée d'entre elles, Neguineva, qui a été violée par cet homme. Et en novembre dernier, l'homme a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de l'Ariège. Neguineva, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'abord de témoigner dans la revue Affaires criminelles, mais également au micro de Sud Radio. Je voudrais vous commencer par une question toute simple. Est-ce que vous trouvez que la justice a fait son travail et a rendu un verdict à la hauteur ? Je crois que c'est la première des questions. Un verdict à la hauteur, évidemment que non. Parce que ce genre de personnes-là, à mon sens, il faudrait juste soit les enfermer toute leur vie, soit en tout cas s'assurer qu'elles ne ressortent jamais libres. Donc non, après, je sais que de toute façon, avec les éléments qu'on avait, on ne pouvait pas demander plus que ce qui a déjà été prononcé comme peine.
D'accord. Alors, je rappelle que votre mère, elle a été condamnée également à 5 ans de prison, mais elle est ressortie libre de l'audience. Elle a été présentée par sa défense comme dépressive, sous emprise. Est-ce que vous comprenez le verdict concernant votre mère et est-ce que vous diriez vous aussi qu'elle était certes sous emprise du journaliste, mais qu'on a volontairement un petit peu diminué sa responsabilité dans cette affaire? Pour moi, il y a une première chose qui est évidente, c'est que en termes de responsabilité, on n'est pas sur du 50-50. Ma mère n'est pas tout autant responsable que Jean-Philippe de ce qu'il nous a fait subir. Maintenant, moi aussi j'ai été sous emprise, moi aussi j'étais en dépression. Quand on était là-bas, tous les 4 matins, on était à 2 doigts de nous suicider toutes, que ce soit mes 2 petites sœurs ou moi ou même ma mère. La seule différence, c'est que moi, j'ai pu protéger mes petites sœurs, là où ma mère, elle a absolument rien fait, ni pour atténuer, ni pour empêcher qu'on nous fasse du mal. Donc, je considère que, de toute façon, si elle a été jugée, c'est que l'État a considéré qu'elle avait une responsabilité là-dedans et je suis plutôt d'accord sur le fait qu'elle a une part de responsabilité. Maintenant, c'est pas 50-50. D'accord. Alors, votre mère était évidemment aveuglée par cet homme. C'est votre mère qui vous a présenté, évidemment. Je rappelle quand même, c'est important, que c'est un peu un huis clos qui se joue parce que vous habitez dans une partie un petit peu en retrait, dans l'Ariège, et lui va profiter de cette situation. Vous n'avez pas beaucoup de passages à la maison, donc il va y faire régner un véritable climat de terreur, c'est ça ? Alors, pas tout à fait. En fait, de base, on habitait en ville. On habitait à Valence, dans la Drôme. En pleine ville, il n'y avait aucune raison qu'on soit exilé, entre guillemets. Ouais. Par contre, c'est vrai que Jean-Philippe a tout fait, justement, pour emmener ma mère, d'abord, elle seule, dans ce petit coin paumé qui était le hameau de Serlongue, pour ensuite nous ramener là-bas. Et c'est là où, vraiment, il a commencé toutes ces tortures, tous ces viols, toutes ces choses-là, qu'il les a commencés là-bas. Mais je pense qu'il avait prévu ça dans sa tête. Il avait prévu que pour mettre en place tout ce qu'il comptait faire, il fallait de toute façon qu'on soit dans un endroit isolé où il n'y a pas grand monde pour venir vérifier ce qui se passe. De base, on n'y était pas, mais il nous y est. À quel moment vous avez compris que cet homme vous conduisait dans des relations qui étaient absolument anormales entre une enfant et un adulte très âgé comme lui? Comment vous avez pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas pu réussir à aller à l'école sur les 2-3 derniers mois de ma terminale. Donc il a commencé à me faire travailler. Donc j'ai travaillé dans l'EHPAD où ma mère travaillait. J'étais agent de service hospitalier. Et puis ensuite, comme il avait pour projet de faire venir davantage de jeunes entre guillemets à problème, selon ses dires à lui, il m'a demandé de louer la maison qu'il y avait juste en face de là où eux ils habitaient. Et alors je ne saurais pas vous dire pourquoi, comment, mais je me suis retrouvée un peu abandonnée dans cette maison avec interdiction de les voir ou de leur parler. Donc j'ai continué à aller travailler. Mais la seule différence, c'est que du coup, j'avais de nouveau accès à mon téléphone, puisque du coup, j'étais abandonnée dans cette maison-là en face, ce qui m'a permis de prendre contact avec un ami qui était au lycée avec moi. Il est venu une fois dans la maison que je louais, en secret évidemment, et puis je lui ai pas dit grand-chose, mais à ce moment-là, moi non plus, je savais pas ce qui se passait et qu'à quel point c'était grave, mais il est venu, il a vu qu'il y avait quelque chose de bizarre, et au moment où il est venu, c'est vrai que Jean-Philippe me menaçait de me mettre à la rue, parce que il avait, je crois, payé la caution de l'appartement et donc il considérait que j'avais le droit de rester dans cette maison jusqu'au 15, après quoi il me mettrait dans le caniveau. Voilà. Donc du coup, j'en ai parlé à cet ami qui m'a dit écoute, si le 15 t'es à la rue, tu sais quoi, t'as qu'à venir avec nous. Donc je les rejoins, ils m'ont emmené à Toulouse. Et à Toulouse, ensuite, j'ai demandé à avoir un psychologue à la mission locale parce que je pensais que j'étais folle, que c'était moi le problème, que j'étais peut-être un danger pour la société. Donc, je voulais avoir l'avis d'un professionnel. Et quand je lui ai raconté un petit peu ce qui se passait, là, le psychologue, Jérôme Garcia, m'a tout de suite dit que, en fait,
que je vivais, ça s'appelait des viols, que ce qui se passait, c'était très très grave. Et petit à petit, là, j'ai commencé à me rendre compte d'à quel point tout ce qui s'était passé était gravissime. Ouais, ce qu'il faut rappeler pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent bien, c'est que cet homme vous forçait à des rapports sexuels non consentis, il vous demandait des fellations, il vous a violé entre 700 et 900 fois, hein, c'est ce qui ressort de l'enquête, je crois. Donc finalement, il avait installé entre vous, entre votre mère et lui, une espèce de climat de terreur dont il profitait quotidiennement, c'est ça? Absolument, mais de toute façon, on ne vivait qu'à travers lui. La journée se passait bien si lui il le décidait, mais ça se passait rarement très bien. Et pour tout ce qui est violence sexuelle et viol, ça s'est installé très très tôt. Et puis moi, n'ayant jamais eu aucune expérience s'en rapprochant, voilà, j'étais complètement vierge, tout ça. Donc ça a été très facile pour lui de me faire croire que c'était la normalité. Et puis il avait une libido quand même assez débordante, donc ouais, c'était minimum 2 ou 3 fois par jour, ça pouvait aller jusqu'à 6 en une journée si j'avais pas école, ou si c'était le week-end, ou s'il avait plus envie tel jour ou tel jour. Et moi, à ce moment-là, je me rendais pas compte. Ouais. Et votre mère vous disait que pour le bien de toute la famille, finalement, il valait mieux vous soumettre à Jean-Philippe que d'essayer de lui résister. Mais je pense que quelque part, ma mère, au même titre que moi, quand je suis partie, je me suis demandé si c'était pas moi le problème. Je me dis peut-être que ma mère aussi, elle se posait la question peut-être qu'elle croyait vraiment que Jean-Philippe faisait ça pour nous aider. Peut-être, en attendant, le fait est que oui, quand moi je suis allée lui demander conseil, elle m'a dit de faire comme Jean-Philippe lui disait, donc à savoir de me donner à lui, etc., de me détendre, patati patata. Mais ça, qu'elle croit au mensonge qu'il lui a raconté ou pas, au bout d'un moment... je sais pas, moi j'ai pu protéger mes sœurs, je vois pas pourquoi elle, en tant que maman, elle a pas pu protéger ses propres enfants, quoi. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'elle avait peur de perdre Jean-Philippe, qu'elle avait peur de sa violence? Parce que c'est quelqu'un qui vous soumettait aussi à un régime de violence, hein. Quand vous ne filiez pas droit, vous aviez des punitions corporelles. Enfin, il y avait quand même une vraie violence physique. Ah ben bien sûr, que ce soit de la violence physique par des coups ou de la violence psychologique par des insultes, des humiliations publiques. Puis si jamais on disait un truc de travers, à tout moment on dormait dehors. Ça, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, peu importe, c'était pas son problème. Ma mère, elle a passé plusieurs jours dehors avec interdiction de manger, quoi. Et Jean-Philippe lui avait dit, puis elle le faisait très bien. Je pense que ma mère, elle avait peut-être peur, mais je pense surtout qu'elle y croyait. Qu'elle y croyait, au même titre que quand on rentre dans une secte, on va dire oui à tout ce que va proposer le gourou parce qu'on y croit vraiment à 100%. Je pense qu'elle était un petit peu dans quelque chose comme ça. Jade Serrano, vous vouliez poser une question à Nagui Neva? Oui, j'ai plusieurs questions, j'en ai 3 exactement, mais quand vous dites elle croyait à quoi? Qu'est-ce qu'il racontait pour justifier ses actes? Alors, je vous avoue que ça commence à être un peu lointain pour moi pour vous dire exactement les propos qui nous sortaient, mais le principe de sa manipulation, de son emprise, c'était surtout basé sur une thérapie cognitivo-comportementale, c'est comme ça qu'il appelait ça. Donc c'est une thérapie qu'il a créée par l'aïkido et aussi par des séances donc de thérapie un peu comme on a l'habitude quand par exemple moi demain je vais voir un psy, mais voilà, on est en face à face, on discute de plein de choses et donc cette thérapie là menait à être bien dans sa vie, être bien dans sa tête, être bien dans son corps, se révéler au monde. Enfin, c'est un peu tout le bullshit que la plupart des sectes vont proposer, quoi. C'était principalement ça, ouais. Et ça, il s'en servait donc pour vous battre et vous violenter. Oui, vous parlez d'humiliation publique. Est-ce que finalement, il y a des adultes autour de vous qui ont pu voir des comportements, des dérives comportementales et qui ne les ont pas signalées? Et notamment dans le milieu du journalisme, je me demande ça. Alors, je tiens d'abord à dire que moi, je suis très reconnaissante à toutes les personnes qui ont témoigné, même si elles n'ont pas porté plainte. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont témoigné après coup de ce qui s'était passé, tout ça. Et je leur en suis très reconnaissante pour ça, parce que ça a été des témoignages qui ont été très importants. Par contre, il est vrai que toutes ces personnes-là, enfin pas toutes, mais certaines de ces personnes-là qui sont venues témoigner après coup, elles étaient là quand on se faisait frapper, quand on se faisait insulter, quand on se faisait humilier. Elles voyaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Il y avait des adultes et de tous les âges. Ouais. Il y avait des journalistes parmi ces personnes. personnes. Il y avait d'autres journalistes parmi ces personnes qui ont assisté à des scènes. Je ne saurais pas vous dire s'il y a eu d'autres journalistes qui. Je ne saurais pas vous dire. Je ne me souviens pas de l'emploi de chaque C'était personne. des amis, en fait, de votre... Probablement des amis de Jean-Philippe. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que pendant 2 ans, on a côtoyé tellement d'adultes, de tellement de niveaux différents, de tellement d'âges différents, et il n'y en a pas un seul qui a parlé. Enfin, en tout cas, peut-être qu'ils ont parlé, mais ça n'a pas abouti. Le fait est que si moi, je n'avais pas porté plainte, on y serait encore. Absolument. On a quand même envie de vous demander comment on se sort d'une situation aussi terrible aujourd'hui, Negin Eva. Comment est-ce que vous arrivez à vous reconstruire ? Écoutez, j'aimerais bien vous faire un message d'espoir, etc., etc. Le problème, c'est que les autres peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Moi, perso, je me reconstruis pas, en fait. D'autant plus que ce qui m'a fait, c'était tellement, je pense, horrible et tellement trash et tellement hardcore qu'il y a des parties, il y a de grosses parties que mon cerveau, il a préféré oublier. Donc est-ce qu'on peut guérir d'un traumatisme dont on ne se souvient pas, dont on n'a pas les images? Je ne sais pas. Maintenant, écoutez, je fais en sorte d'avoir une vie à peu près normale, mon appartement, mes animaux de compagnie, faire les courses. Je fais tout ça, mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là, il pèse toujours. Ouais, ça trotte. Ça pèse encore. Je ne sais pas si ça se guérira un jour, je ne sais pas si on oublie, si on se remet. Je ne sais pas. Je ne vous mens pas, je ne peux pas trop vous aider là-dessus. Bon, eh bien écoutez, nous en tout cas on vous souhaite évidemment beaucoup de courage, on est à vos côtés, je vous remercie infiniment d'avoir témoigné, Negin Eva. Vous pouvez retrouver votre témoignage aussi dans Affaires criminelles. Merci encore. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio et vous pouvez aller voir à quoi ressemble Affaires criminelles sur le site de la revue. La semaine prochaine on se retrouve samedi 12h-13h pour une nouvelle Affaire dans l'affaire. Et tout de suite, c'est Alain Marty qui nous amène sur les routes des vins de France. À tout de suite sur Sud Radio. Et merci à la semaine tous. prochaine, merci.